Le cercle RH avec un grand entretien aujourd'hui. Je vous présente Daniel Penel. Bonjour Daniel. Denis Penel. Denis Bonjour. Penel, mais pourquoi Daniel? Oui, bien sûr, Denis, ça commence très très mal. Denis, directeur général de la World Employment Confederation, vous êtes conférencier et auteur d'un livre dont le titre que je trouve génial, Le paradis du consommateur est devenu l'enfer des travailleurs aux éditions Panthéon. Pour vous décrire, c'est intéressant parce que l'institution que vous représentez est peu connue, mais elle œuvre évidemment côté patronat, côté entreprise. Vous êtes non pas un lobbyiste, mais un influenceur. Une partie de votre vie se passe à Bruxelles, à Genève, pour effectivement apporter les idées que vous développez dans votre livre. D'abord, on va revenir sur votre thèse, parce qu'il y a une réflexion que vous menez, vous dites certains salariés sont devenus de véritables consommateurs. Ce sont aujourd'hui des gens qui ont les mêmes exigences que lorsqu'ils vont acheter un produit. Enfin, c'est quand même une révolution incroyable, ça. Oui, mais c'est une évolution de la société en général. On est aujourd'hui dans une société consumériste, avec une abondance de choix. Et pourquoi cette tendance s'arrêterait au seuil de la porte des entreprises et au monde du travail? Non, aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'individus consomment le travail comme ils consomment d'autres biens et services. Donc, le travail est devenu un objet de consommation comme un autre. Ce qui est intéressant, c'est que vous le développez. Alors, je pense que votre livre a été écrit avant la période Covid, si je ne m'abuse, mais enfin, il vient faire écho à ce qu'on a vécu. Sur ce plateau, on a vécu une accélération. Est-ce que dans les comportements sociologiques des salariés, on a vu cette accélération du consumérisme, du rapport à la consommation? Absolument. La crise a été pour moi un accélérateur de particules, c'est comme ça que je le dis, et ça a accéléré des tendances qui étaient déjà bien présentes, dont celle de la consumérisation du travail, avec une volonté d'avoir plus de choix, plus de liberté par rapport au travail. Et donc plus de choix, ça veut dire quoi? C'est choisir mes horaires, c'est choisir quand est-ce que je vais au bureau, quand est-ce que je reste chez moi. Donc côté entreprise, c'est compliqué parce qu'il faut répondre à ces nouveaux besoins des individus et ça va impliquer effectivement de mettre en place des politiques de gestion des ressources humaines beaucoup plus pointues, beaucoup plus individualisées. Concrètement, c'est un peu une économie à la demande, c'est un peu le travail à la demande. Enfin, nous qui parlons beaucoup des DRH sur ce plateau, enfin, honnêtement, c'est un casse-tête pour les DRH, de planning, d'organisation. En fait, il faut en permanence individualiser pour chaque salarié. Là aussi, c'est une révolution. Avant, c'était des entreprises qui mettaient en masse des salariés qui arrivaient à 8h, 8h15 et qui, à 17h, débauchaient. C'est fini tout ça. Absolument. Alors, c'est moi ce que j'appelle l'artisanat de masse, c'est-à-dire qu'il faut à la fois faire du sur-mesure, mais à grand volume. Donc, comment réconcilier deux? Ça, c'est tout le challenge. Mais ce que vous dites reflète ce phénomène qui est bien présent et que la crise, encore une fois, où la pandémie a accéléré, c'est cette hybridation du monde du travail. Et quand on parle d'hybridation, c'est pas simplement le lieu de travail, on va travailler 3 jours à la maison et 2 jours au bureau ou inversement. C'est aussi l'hybridation du temps de travail. Aujourd'hui, vous avez une minorité de travailleurs qui ont encore des horaires flexibles et qui, comme vous le dites, travaillent du lundi au vendredi de 9h à 17h. Beaucoup de gens travaillent le week-end, beaucoup de gens travaillent avec des horaires décalés, travaillent à temps partiel. C'est en gros 19% de la population active aujourd'hui. On n'en parle pas suffisamment. Donc, un temps de travail qui s'est aussi complètement diversifié. Et puis, encore plus important, je dirais, c'est la contractualisation de la relation de travail, donc le contrat de travail qui s'est diversifié. Alors ça, c'est pas un phénomène nouveau, ça a commencé dans les années 1980 avec le développement du CDD, de l'intérim, des stages, etc. Mais là encore, il y a une accélération phénoménale qui a eu lieu. Et la France, là-dessus, d'ailleurs, détient quasiment un record mondial. C'est le nombre de contrats de travail qui sont stipulés dans le Code du travail. On est à plus de 40 aujourd'hui. 40 types de contrats de travail. Absolument. Avec donc, du CDD, de l'intérim classique, mais aussi maintenant, on a des CDD pour les sportifs professionnels. À la télé. Voilà, la branche de l'intérim a créé un CDI intérimaire. Donc voilà, des sortes le CDI de chantier, j'ai vu récent, c'était une dernière loi. Absolument, chantier ou par projet. Donc une multiplication des types de contrats de travail qui fait que ce monde du travail est devenu protéiforme, mais aussi ce que j'appelle moi liquide, parce qu'il est beaucoup plus fluide qu'avant. Mais vous, votre thèse, il y a quand même un face-à-face dans le titre de votre livre, c'est le paradis du consommateur, mais c'est l'enfer du travailleur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire que ce n'est pas le même, là, le consommateur et le travailleur? C'est deux mondes qui se tournent le dos? Alors, l'un profitant de l'autre. Voilà, le problème, c'est que c'est la même personne. Donc, on a tous des comportements schizophréniques. Parce qu'on est tous à la fois consommateurs. Je suis cycliste automobiliste. Voilà. Mais c'est clair que l'individu, au cours de ces dernières années, a privilégié ses intérêts de consommateur par rapport à ses intérêts de travailleur. Et à ses propres dépens, quelque part. Puisque pour avoir toujours plus vite, aujourd'hui, quand on consomme, on veut tout de suite. Je veux le vêtement tout de suite. Là. Voilà. Et derrière, il y a des gens, forcément, qui doivent répondre à cette demande. Et donc aussi, en tant qu'individu
qu'individu, on est confronté à cette réalité. Mais Denis Pénel, quand même, est-ce que c'est pas en train doucement, cette crise Covid, de transformer le rapport de force? Et pour faire un peu de politique, on se souvient de la puissance du marxisme dans les ateliers, dans les usines, qui crée ce fameux rapport de force entre le patronat et les salariés. Enfin, tout ça, d'abord, a volé en éclats. Les syndicats ne représentent plus qu'à peine 7% des salariés, et ça baisse. Est-ce qu'on est en train, avec ce phénomène, d'inverser le rapport de force? C'est-à-dire le salarié consommateur a la main, finalement, presque sur sa destinée professionnelle. Oui, parce qu'il y a une sorte de nouvelle alliance entre le consommateur et l'actionnaire aujourd'hui. Si on revient au modèle Fordiste que vous décrivez, il y avait une alliance entre le travailleur et le dirigeant d'entreprise. Ford disait, moi j'augmente le salaire de mes travailleurs, comme ça ils vont acheter mes voitures. Ils vont acheter mes voitures. Aujourd'hui, c'est plus le même principe. C'est l'actionnaire se dit, moi je veux vendre plus et moins cher. Pour ça, je vais satisfaire mon consommateur. Donc je mets en place un système d'organisation du travail qui répond à cela, mais effectivement au détriment du travailleur, parce que lui, il est en bout de la chaîne. C'est lui qui, à la fin, doit satisfaire le consommateur, donc travailler de façon plus flexible, de façon plus souple et à la demande, comme vous le disiez. Ça bouleverse les gouvernances. Là, on parlait des actionnaires qui ont une stratégie que vous venez d'évoquer, mais parlons de la gouvernance des entreprises. Je parlais des DRH, mais je dirais les COMEX doivent là, en ce moment même, s'interroger. Vous qui aiguillonnez, qui apportez des idées, puisque c'est aussi ça le rôle d'un influenceur, qu'est-ce que vous portez en ce moment dans votre mallette à Bruxelles? Qu'est-ce que vous amenez comme idée quand vous rencontrez l'OIT à Genève? Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui de l'évolution de ce monde du travail? Alors moi, je rappelle déjà que dans les entreprises, il y a deux types d'investisseurs. Il y a les investisseurs en capital, les actionnaires, et les investisseurs en travail, les salariés. Les salariés. Ça, c'est très important. Ceux qui sont en photo dans votre livre. Exactement. Et c'est eux, malheureusement, qu'on a un peu trop oublié aussi ces dernières années. Donc remettre, alors c'est un beau mot qui a été 1000 fois prononcé, mais remettre l'humain au centre de la relation de travail, donc réhumaniser notre capitalisme et réhumaniser notre relation de travail, mieux prendre en compte l'intérêt de l'individu. Faire en sorte que les COMEX peut-être soient aussi effectivement plus à l'écoute de leurs collaborateurs plutôt que de leurs actionnaires. Donc là, rééquilibrer le pouvoir en interne au sein de l'entreprise, je pense que c'est vraiment une des dimensions importantes de l'évolution à venir. Il y a quand même un délitement de cette relation, et on le voit dans la notion d'engagement entre les salariés qui peinent à revenir, des DRH qui peinent à les faire revenir parce que certains ont déménagé, on l'évoquait tout à l'heure, et vous l'évoquiez aussi. L'entreprise est en train de mourir ? Enfin, telle qu'on l'a connue, puisque ma boîte, est-ce que ma boîte est en train de mourir? Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, l'entreprise sort de ses murs et de ses frontières. Donc, l'idée qu'on avait d'une entreprise avec 4 murs, une grande chaîne de travail, une chaîne d'assemblage, ça, c'est terminé, c'est vrai. L'entreprise s'est décentralisée, elle s'est éclatée. Vous pouvez, quand vous allez visiter aujourd'hui une entreprise, vous allez peut-être voir 50% de la force de travail, et puis les 50% autres vont être soit chez eux, soit travailler de l'Inde ou de la Chine, parce que vous aurez externalisé une partie du travail. Donc, c'est clair que les frontières de l'entreprise ont éclaté, mais l'entreprise reste essentielle pour la création à la fois d'emplois, mais surtout d'innovation. Donc moi, je n'ai pas du tout de crainte que l'entreprise va disparaître, et je crois à la force du modèle capitaliste, mais ce modèle... Le modèle capitaliste. Voilà, mais je parlais de l'entreprise, effectivement, dans sa structuration sociologique traditionnelle, c'est-à-dire les murs, le bâti, on pousse la porte, on pointe, tout ça est en train doucement de s'effacer au profit d'un monde très individualisé, où chacun n'arrivera pas à la même heure, où chacun aura un flex office. C'est quoi le monde un peu fictionnel de demain? C'est ce que je disais, c'est une entreprise beaucoup plus liquide, pour faire référence au célèbre sociologue Zygmunt Bauman qui a écrit La société liquide. Ça touche aussi le monde de l'entreprise. Donc une société, une entreprise qui sera beaucoup plus souple dans son organisation, dans sa relation de travail, avec des collaborateurs effectivement qui composeront des équipes diverses, éclatées. Certains seront à 1000 km à distance du lieu de l'entreprise, d'autres seront sur place, et avec des contrats de travail très différents. Donc un des grands enjeux des DRH de demain, ça va être effectivement de faire cohabiter cette force de travail éclatée, diverse, aux statuts différents, avec des attentes différentes, mais quand même faire en sorte que tout le monde travaille de façon collective. Il y a un phénomène que vous soulevez, Denis Pénel, qui est très intéressant aussi, c'est qu'avant, les choses étaient assez structurées, on faisait ses études, on trouvait un emploi, puis on partait à la retraite, on ne travaillait plus. Là, aujourd'hui, et c'est ce que vous dites, qui est assez intéressant, les étudiants qui viennent sur notre plateau, ils bossent pour payer leurs études. Les salariés, parfois, ils peinent, ils ont des ruptures d'emploi parce qu'on ne fait pas la même carrière. Et puis, leurs retraités, près de 400 000, je crois que c'est le chiffre que vous évoquez, 400 000, ils travaillent. Donc, en fait, finalement, le travail disparaît, mais pas tant que ça. Le travail est partout et plus long, en fait.
Absolument. Encore une fois, les frontières deviennent beaucoup plus poreuses d'une entre elles. Donc ce grand cycle à 3 temps de vie, j'étudie, je travaille, je prends ma retraite. Les 30 glorieuses, quoi. Voilà, mais ce modèle-là est derrière nous, c'est clair. Hein, on est au XXIe siècle. Donc c'est clair que le modèle qu'on a appliqué et qui a bien fonctionné au XXe siècle pour développer l'économie, assurer la croissance, n'est plus adapté à notre nouveau modèle économique. Hein. L'économie du XXe siècle, entre guillemets, c'est une économie industrielle avec des grosses entreprises, de la production de masse. Aujourd'hui, on est dans une économie à la demande, où le consommateur a pris le pouvoir, où il est exigeant, où il veut du choix, de la liberté et du sens, d'ailleurs aussi dans son comportement d'achat. Ces tendances-là impactent aussi le monde du travail. Juste pour qu'on soit bien d'accord, on a bien vu que cette société liquide commençait à impacter l'entreprise, tout ça devenait un peu mou. Ça me fait penser aux images du film Matrix, où tout se déforme, tout se ramollit, tout se mélange. Ça touche combien de la population salariée, les gens qu'on évoque? Est-ce que ce sont ceux qui sont du secteur de la tech, de la finance, qui sont vraiment les talents qu'on recherche, et puis une partie de la population reste dans un format traditionnel? Comment ça se répartit dans notre population de salariés? Alors vous avez raison de souligner la diversité aussi des statuts et des situations. Hein. Il n'y a pas une situation. Mais on est aujourd'hui on est dans une société tournée vers les services. Hein. Les services représentent 70% à peu près de notre richesse. Donc l'industrie s'est réduite évidemment comme peau de chagrin. L'agriculture. L'industrie est partie en Chine. Voilà, l'agriculture c'est 3% de la main-d'œuvre aujourd'hui en France, alors que c'était 50% il y a un siècle. Donc clairement, on est dans cette économie de services qui, encore une fois, exige un modèle d'organisation du travail différent de notre économie industrielle du XXe siècle. Alors, c'est vrai que tout le monde n'est pas égal à ces évolutions. Plus vous êtes diplômé, plus vous êtes bien formé, plus c'est facile de vous adapter à cette nouvelle situation. On l'a vu avec le télétravail. Hein. Sur le télétravail, vous avez, je crois, plus de 60% des cadres qui ont pu faire du télétravail et que 2% des ouvriers. Parce que c'est vrai que malheureusement... Les premières lignes. Voilà, et puis nous sommes soumis à la loi de la gravité. C'est compliqué quand vous êtes un ouvrier de ramener une porte de voiture à peindre chez vous le soir, vous voyez. Oui, on ne la met pas sous son bras. Exactement. Oui, il faut être sur site, il faut avoir le matériel et ainsi de suite. Quand même, je reviens à votre travail d'influenceur, les rencontres que vous avez, qui sont des rencontres très institutionnelles finalement. Il y a un débat quand même de fond sur le marché du travail, les retraites, les grandes réformes à accomplir, qui viennent finalement percuter le débat politique. J'ai toujours l'impression, quand on parle de ces sujets, que le pouvoir, que les gouvernants ont toujours un train de retard. C'est le sentiment que vous avez et que c'est finalement l'entreprise qui va plus vite, qui est la plus agile. Absolument, mais c'est l'évolution naturelle de la société. Le monde du business est toujours plus réactif que le monde de la politique, ça c'est clair. Sauf qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise est quand même dépassé par les évolutions technologiques. C'est le monde technologique qui évolue plus vite que l'entreprise, et l'entreprise cherche à s'adapter, court un peu derrière. En même temps, on l'a vu que là, ces derniers mois a été un accélérateur, encore une fois, phénoménal de la digitalisation des entreprises. Hein. En quelques mois, elles ont gagné probablement 5 années de digitalisation. Les entrepreneurs se sont rendus compte que finalement, ça marchait, le télétravail, ça marchait. À partir du moment où on avait les bons outils informatiques, que le e-commerce s'est développé de façon exponentielle. Donc finalement, les entreprises ont sans doute rattrapé un peu de retard sur l'évolution des technologies. On vient de voir ce monde du travail liquide qui évolue, qui se transforme. Est-ce que vous y mettez aussi dans vos analyses la révolution numérique, cette 4e révolution, certains parlent même de la 5e révolution, qui est en train finalement de faire exploser tous nos modèles de consommation, la manière de travailler, la manière même de penser finalement. Est-ce que tout ça est lié à cette révolution numérique qui nous a explosé en plein visage? Alors la révolution numérique, oui, elle est là et elle y contribue, mais je pense plus profondément qu'il y a aussi des évolutions sociologiques dans nos sociétés. Induites par cette révolution? Alors, qui sont à la fois... Il y a un double effet qui se coule. Hein. À la fois, c'est induit, mais ça accélère aussi des comportements qui font que l'individu aujourd'hui est au centre du débat. Il a des attentes de consommateurs. Encore une fois, il veut qu'on respecte plus son individualité, sa singularité. Respectez-moi. Voilà, exactement. Hein, c'est ce que disent maintenant, on le voit, des jeunes quand ils sont en entretien de recrutement. Ils disent « You have to respect my authority hein, ». Il faut respecter mon autorité. C'est une révolution, ça. Bien sûr. Et oui, bien sûr. Donc, ces évolutions sociologiques sont pour moi sans doute plus importantes et le numérique a accéléré tout ça. D'ailleurs, avant de nous quitter, Denis Penel, c'est intéressant
ce rapport à encore une fois, une catégorie assez particulière de ces jeunes diplômés d'écoles de commerce ou d'écoles assez prestigieuses qui ne vont plus dans une entreprise pour faire de l'argent, mais qui vont dans une entreprise, on l'a vu à travers plusieurs études, parce que l'entreprise leur donne du sens. Et inversement, quand ils sont dans une entreprise qui ne leur donne plus de sens, ils s'en vont. Ça, c'est aussi une tendance forte. Absolument. Alors, c'est pour ça que moi, je ne crois pas du tout à la perte de cette valeur travail. Je pense que le travail, on l'a vu, ceux qui ont été privés de travail pendant la pandémie ont souffert. Donc, le travail continue d'occuper une place très importante dans nos vies, mais par contre, on veut que ce travail ait un sens, que ce soit un moyen de s'accomplir, encore une fois, en tant qu'individu et en tant aussi que consommateur, quelque part. Y a un débat philosophique, je ne sais pas si vous le portez au sein de votre structure du World Employment, mais certains s'interrogent, c'est le revenu universel, c'est la façon dont on partage la richesse. Est-ce qu'il y aura dans les 50 années à venir du travail pour tout le monde? Parce que c'est une vraie question. Il y a ceux qui peuvent choisir et changer de magasin 3 fois dans l'année, et puis il y a ceux qui n'arrivent pas à rentrer dans un magasin. Alors, ça fait 2000 ans qu'on annonce la fin du travail. Ouais. Donc, on a encore un peu de temps. C'est un vieux sujet. Aristote en parlait déjà. Donc, moi, je ne suis pas inquiet là-dessus. Moi, je suis convaincu que le progrès technologique va créer toujours plus d'emplois qu'il n'en détruit. C'est vrai que les innovations détruisent de l'emploi, mais elles en créent d'autant plus. Absolument. Donc ça, moi, je suis convaincu de ça. Donc, je ne crois pas du tout à la société des loisirs et à la fin du travail. Et même, imaginons que demain, on soit dans une société des loisirs. Vous êtes sur la plage, assis sur votre transat, et vous avez faim, vous avez soif, vous voulez lire un livre. Il va bien falloir que quelqu'un vous prépare la nourriture, prépare votre boisson et écrit le livre. Ouais. Donc il y aura toujours du travail. C'est un mythe absolu, la fin du travail. Donc vous ne croyez pas à cette idée que finalement, il faut repenser le travail à l'aune de moins de travail, donc plus, ce qui était en fait la philosophie, pour le dire simplement, qui hérisse les poils de certains chez l'entreprise, la philosophie des 35 heures. Comme il y a moins de travail, on va le partager. Ça, vous n'y croyez pas? Non, c'est un non-sens, c'était une mauvaise idée. On le voit aujourd'hui, toutes les difficultés qu'on a rencontrées dans le secteur hospitalier à cause du Covid sont liées en partie à l'application des 35 heures. Donc aujourd'hui, il y a des pénuries de main-d'œuvre, donc non, ça ne fonctionne pas. C'est vrai, il y a aujourd'hui, au moment où on se parle, 300 000 emplois qui ne sont pas pourvus dans des secteurs un peu tendus et pour lesquels on ne trouve pas d'emploi. D'ailleurs, c'est intéressant, avant de nous quitter, c'est la construction qui cartonne, l'aide à la personne, et puis là, on le voit récemment, la restauration, la cuisine et la restauration. Comment vous l'expliquez, vous? C'est parce que les salaires sont trop faibles et la qualité de vie est mauvaise et qu'on en revient à ce salarié consommateur qui dit moi ça ne correspond plus à mes aspirations? C'est une grande partie de la réponse, c'est le manque de valorisation de ces métiers qui sont pourtant essentiels et en première ligne, comme on le disait. Effectivement, il faut les revaloriser et financièrement. Et aussi, et ça c'est un défaut français, par rapport aux services, les services à la personne sont toujours mal vécus en France. C'est vrai. Ça remonte à la Révolution française, je pense. Donc revaloriser ces métiers à la fois financièrement et en termes d'image sociale. Le service, l'accueil, la qualité de service qui est très forte aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, sur lesquels les pays latins, en tout cas la France, est parfois assez critiquée par ses touristes d'ailleurs. Merci Denis Penel de nous avoir éclairé sur le monde de demain, mais qui est au fond le monde d'aujourd'hui, puisque c'est d'aujourd'hui dont on parle. Directeur général de la World Employment Confederation, conférencier et auteur de ce livre, lisez-le, Le paradis du consommateur est devenu l'enfer du travailleur, édition du Panthéon. C'était un grand plaisir de vous accueillir sur le plateau. Bon vent vers Bruxelles, Genève et toutes les destinations pour aller porter la bonne parole et vos idées. On termine notre émission par Fenêtre sur l'emploi, c'est une rubrique recrutement justement, et on parle d'entreprises qui sont dans des secteurs tellement pointus qu'elles peinent à recruter. C'est tout de suite.